Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. Chers auditeurs, ce soir, une émission qui, je pense, sera fort importante, tout à fait branchée sur l'actualité récente. Nous allons parler non pas de la théorie du genre, parce que celle-ci, je pense qu'aujourd'hui, sur Radio Courtoisie, vous l'avez entendue dans maintes émissions, et que vous ne pouvez plus ignorer ce qu'est la théorie. On aura peut-être l'occasion de redonner quelques points particuliers, mais je voudrais surtout aujourd'hui, grâce à mes invités, que l'on puisse savoir exactement ce qui se passe par rapport à la rumeur. Alors, le grand terme est lancé. Nous avons eu plusieurs ministres qui ont nié totalement cette théorie, en tout cas dans le cadre de l'éducation nationale, nous disant que tout ceci n'était que de faux bruits, que des rumeurs scélérates, bien évidemment, que des ramassis hétéroclites d'extrémistes de tout poil se permettaient de raconter n'importe quoi aux parents d'élèves, en leur faisant peur naturellement sur une prétendue rumeur d'enseignement de la théorie du genre. Et il est bien évident que ceci ne concerne que la grosse presse, parce que sur les bons médias, qu'ils soient branchés sur Internet ou qu'ils soient médias écrits, qu'ils soient médias radiophoniques, je pense que vous avez déjà eu les informations nécessaires. Il faut aujourd'hui convaincre la population de notre beau pays que ce ne sont pas des rumeurs et que effectivement le danger est constant pour nos enfants aujourd'hui dans les écoles. Et pour nous dire ceci, j'ai invité, je commence de la droite vers la gauche, si vous le voulez bien, mais sans aucune intention quelconque. Je commence par Madame Farida Belgoul. Bonsoir. Bonsoir. Farida Belgoul, vous êtes professeur. Vous avez été professeur. Je le suis toujours. Je suis toujours un fonctionnaire de l'éducation nationale. Je suis titulaire. J'enseigne dans les lycées professionnels depuis 1993, deux matières, les lettres modernes et l'histoire géo. J'ai en 2008 créé une association qui m'a semblé extrêmement importante et qui malheureusement n'a pas rencontré l'écho qu'elle méritait, l'audience qu'elle méritait. C'est l'association RAID, qui était en charge de trouver des solutions à l'illettrisme dans les quartiers populaires, qui, à cause de l'école et des méthodes mises en œuvre sciemment par le gouvernement, produisaient de l'illettrisme sur des quantités d'élèves considérables. J'ai dit à l'époque de manière mesurée, parce qu'il me semblait qu'il était de bon ton à l'époque de faire quelques concessions, que ces méthodes devaient être remises en cause, pensant qu'il n'y avait pas de dessein qui se cachait derrière. J'affirme aujourd'hui de manière un peu plus radicale que en fait c'était bien un dessein qui sciemment a été mis en place pour rendre illettrés les quartiers populaires, et pas seulement les quartiers populaires, mais aussi les classes moyennes, puisqu'il est question en fait de déclasser toute la société française afin qu'on en arrive bien à l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui et d'où nous allons évoquer les aspects ensemble. Merci. Vous êtes également l'instigatrice, le porte-parole d'un mouvement qui s'appelle JRE, Journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. Effectivement, avec ma petite équipe, on n'était pas nombreux. On croit toujours qu'il s'agit d'une grosse organisation avec des moyens considérables. Eh bien, figurez-vous qu'il s'agit de 3 personnes à l'origine, à partir de l'idée que j'ai eue un soir à 2 heures du matin. Ça m'empêchait de dormir, la théorie du genre. Et je dois remercier là les catholiques de France qui me l'ont enseigné, c'est-à-dire qui m'ont fait comprendre, notamment par le net, de quoi il s'agissait, de quoi il en retournait. Et lorsque j'ai pris la mesure après l'escroquerie et l'arnaque du rap qui a massacré notre jeunesse, qu'on allait y ajouter cette théorie du genre, cette idéologie mortifère, j'ai compris qu'on arrivait au terme d'une civilisation. Et c'est quelque chose qui a été bouleversant pour moi cette nuit-là. Et je me suis réveillée et j'ai dit à ma petite équipe qui m'entourait, parce que nous vivons tous ensemble, que nous allions nous battre et que j'avais une idée. Et cette idée, ça a été la journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre. Nous l'avons lancée à très peu nombreux, avec aucun moyen. Nous refusons les dons, nous refusons les journalistes mainstream, nous voulons rester déterminés sur le chemin qui doit normalement nous conduire à la victoire. Et ce chemin, il doit être simplement habité par la détermination des parents. Un père est un père, une mère est une mère, un enfant est l'enfant de ce père et de cette mère, et ce combat-là ne nécessite plutôt ni argent ni journaliste, il ne nécessite que la foi et la détermination des parents.
que nous partageons dans cette émission, bien évidemment. Alors, à côté de vous, je présente aux auditeurs Marion Sigaud. Bonsoir. Bonsoir. Madame Sigaud, vous êtes historienne. Oui. Et vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages. Et ce travail d'historienne vous amène à une démarche absolument capitale aujourd'hui. C'est celle de remettre l'histoire, la véritable, j'entends bien, pas l'histoire de la propagande que nous subissons, mais l'histoire au cœur même je dirais de l'âme de nos enfants, des adultes aussi sans doute, mais de l'âme de nos enfants, car nous savons que sans histoire, nos enfants, nous-mêmes, mais nos enfants n'ont pas de présent, mais encore moins d'avenir. Absolument. Oui. Alors nous aurons l'occasion de détailler bien sûr vos pensées à ce sujet. Et puis Claire Sévrac, journaliste. Bonjour Claire. Claire Sévrac que j'ai déjà reçue à plusieurs reprises dans cette émission pour des sujets qui sont là aussi très connexes à ce que nous disons sur ce que nous dénonçons sur l'idéologie du genre. Car en fait Claire, vous vous battez en permanence pour faire sortir la vérité sur un certain nombre de sujets, et en particulier, c'était l'objet des émissions que nous avons fait ensemble, sur les mafias des laboratoires pharmaceutiques. Oui, et aussi les politiques mises en place par les gouvernements, parce que quand on injecte du mercure ou de l'aluminium dans le cerveau des enfants, ça fait beaucoup d'autistes, et plus les gens sont autistes, moins ils ont de faculté de se rebeller contre ce qui se passe, et d'en être conscient. Alors, ce qui est considérable dans tout cela, et ça c'est peut-être, comme le disait tout à l'heure Farida Belgoul, peut-être le mérite en revient-il à une certaine partie des catholiques de France qui, à la suite des lois Taubira, ont pris conscience en fait de cette accélération du pourrissement, de la déconstruction, comme on a dit, de cette société. On nous l'a dit d'ailleurs, notre ministre nous a bien annoncé qu'il s'agissait d'un changement de civilisation. Changement de civilisation dont, je le rappelle, les textes ont été votés, on peut dire quasiment à la sauvette, dont certains OCR votés à main levée. Ce qui est quand même une aberration démocratique monumentale, exemplaire. Et donc ces textes ont tellement accéléré le processus qu'aujourd'hui on se rend compte que nos enfants sont en réel danger de décérébration, en réel danger dans leur santé et en réel danger dans ce qui constitue la personnalité d'un homme ou d'une femme qu'ils sont en devenir, à savoir un petit garçon est-il bien un petit garçon et une petite fille est-elle bien une petite fille. Alors, à ce sujet... je crois aussi qu'on a tous conscience que c'est vraiment un moment crucial, parce qu'on se rend compte vraiment que c'est un plan, c'est une machination. C'est ça qui est grave. Si c'était un truc au hasard, mais on se rend bien compte que c'est une politique qui est décidée mondialement. C'est ça. Et qu'ils essayent de mettre en place pays par pays, mais chacun est occupé avec ses petites histoires dans son pays et se rend pas compte que c'est un plan mondial. Oui. Alors ça c'est très important, mais là aussi cette accélération de l'information fait que, par exemple, très récemment encore, l'ONU s'est permis de faire des remontrances à l'Église catholique qui sont véritablement des attaques déontologiques considérables, ontologiques même considérables, à savoir que, en un mot, l'ONU recommande à l'Église de renoncer à son dogme, de renoncer à ce que l'Église annonce depuis toujours, c'est-à-dire tout simplement le respect de la vie. Bien. Et il y a des considérations dans le dernier rapport. L'ONU donc demande à l'Église de modifier sa doctrine. Et sur quoi? Ah mais alors, sur quoi? Je vais vous laisser l'article, chère madame, rassurez-vous, vous aurez toute la... voilà, par exemple, le comité recommande, ça c'est le comité de l'ONU, qui dit, le comité recommande au Saint-Siège d'entreprendre une révision complète de son cadre normatif, en particulier le droit canonique, en vue d'assumer sa pleine adéquation à la Convention de l'ONU. Il s'agit clairement de faire primer la loi civile sur la loi morale et religieuse. Ils sont bons. Je continue un petit peu plus loin.
l'Église concède le rapport de l'ONU fait beaucoup pour les enfants. C'est gentil de le dire, mais il serait grand temps qu'elle le fasse en partant d'une approche basée sur les droits de l'enfant, qu'elle ait un système permettant la traçabilité des dépenses qu'elle fait pour eux et l'évaluation du budget nécessaire pour assurer les droits des enfants vivant dans l'État du Vatican. Il va falloir que l'Église, ça je lis l'article qui a été l'excellent article qui a été fait par, je crois, Jeanne Smith dans Présent. Il va falloir que l'Église mette en place des programmes de conscientisation sur les droits des enfants dans ses programmes éducatifs et scolaires, mais aussi pour tous ces enseignements, tous ces enseignants et responsables d'institutions religieuses. En un mot, l'ONU se permet on dit tacler, pardonnez-moi, le terme est pas heureux, mais l'Église et lui demande tout simplement de modifier sa doctrine, voilà, de perdre son identité et de se rallier au grand machin qu'est l'ONU aujourd'hui. On est là au cœur vraiment du problème qu'on exposait tout à l'heure, c'est-à-dire cette convergence d'attaques contre l'être humain dans ce monde. Farida. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le mot de convergence que vous venez d'employer, parce que justement, je suis en train, dans le cadre de ces journées de retrait, de mettre en place une mobilisation populaire et familiale, et que l'un des principes, l'une des conditions de la réussite de ce mouvement populaire et familial pour en obtenir cette interdiction de la théorie du genre dans les écoles, c'est justement d'effectuer une convergence. Alors ça va pas être la même que celle que veut opérer nos adversaires. Mais j'ai bien compris que c'est en effet par la convergence que nous allons obtenir la victoire, sans laquelle nous allons perdre. Donc je dis que nous devons aujourd'hui, et je veux répondre à un certain nombre de questions qui me sont posées quotidiennement de manière plus ou moins agressive. Comment se fait-il que je me permette aujourd'hui d'aller vers des gens ou dans des espaces où on considère que je n'ai pas à y mettre les pieds? Alors moi je citerai l'émir Abdelkader, que tous les Français connaissent, aussi bien d'un bord que d'un autre, et qui disait dans sa lettre ouverte aux Français que l'homme intelligent avait pour nécessité de considérer quand même la parole prononcée et non celui qui l'avait dite. Et nous en sommes aujourd'hui arrivés à ce que cette convergence, je dirais, s'effectue sur cette parole de l'émir Abdelkader. Je vais en effet, effectivement, effectuer des convergences avec tous ceux qui sont conscients, mais je dirais radicalement conscients, ceux qui ne veulent faire aucune espèce de concession à cette idéologie, à ces agents, et qui viendront avec moi, autour de moi, puisque je représente aujourd'hui effectivement ce mouvement familial et populaire, pour que quelle que soit la religion, quel que soit le courant de la religion en question, quelle que soit l'idéologie, la philosophie, la classe sociale, la race et que sais-je, quelle que soit la chapelle à laquelle nous appartenons aujourd'hui, que tous ensemble, unis en tant qu'êtres humains, nous décidions de sauver les êtres humains. Et je dis une chose de manière extrêmement solennelle ici à l'antenne de Radio Courtoisie, je redirai la parole de Jésus. Qui est contre moi sera contre moi. Qui est avec moi, qui n'est pas avec moi, sera contre moi. Qui n'est pas avec les enfants sera contre les enfants. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc je voudrais insister là-dessus. Il ne s'agit pas aujourd'hui de couper les cheveux en quatre dans des salons, de faire des conférences, de vendre des bouquins ou de passer sur les plateaux de télévision mainstream. À cet égard, je voudrais préciser que personnellement, en tant que porte-parole des JRE aujourd'hui, je refuse de m'adresser aux journaux du système qui font la promotion de cette idéologie de mort. Je ne m'adresse qu'à Radio Courtoisie, notamment, et à tous ceux qui, libres et indépendants, ont décidé de se battre pour sauver l'enfance, ont décidé de se battre pour sauver la pudeur et l'intégrité de nos enfants, quelle que soit leur religion, leur âge, parce que vous savez que on commence l'application de cette idéologie sournoise dans le dos des parents dès le plus jeune âge. Absolument, dans on va la en parler lettre tout à l'heure, bien sûr. Payon adressée au recteur en janvier 2013, il dit clairement que l'objectif est de s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. C'est extrêmement grave. Après nous avons une fois
fois de plus, excusez-moi, nous avons une fois de plus, dans le bilan des socialistes, une stratégie qui est très claire, c'est de s'adresser aux plus jeunes, aux moins formés, aux plus immatures, aux moins expérimentés, aux moins savants, pour s'appuyer sur eux, pour effectuer le changement. Le changement, c'est maintenant, oui. Le changement de sexe, c'est maintenant. Et ce changement de sexe va nous amener effectivement jusqu'au changement de civilisation. Nous sommes dans une heure extrêmement grave. Je n'admettrai de personne une quelconque polémique idéologique, religieuse ou philosophique, avec moi pour sauver les enfants, contre moi pour condamner les enfants et la civilisation. Alors, ce sont des propos qui sont effectivement très clairs et je les approuve évidemment, mais indépendamment de ça, ça n'a pas grande importance que moi je les approuve, mais indépendamment de ça, il faut bien remettre en perspective les attaques dont vous êtes, dont d'ailleurs aujourd'hui les parents dans leur ensemble. Alors, il y a deux niveaux. Sont victimes. Enfin. Il y a deux niveaux. Il y a les attaques dont je suis l'objet, et on a vu à quel point le lynchage médiatique dont j'ai été victime a été jusqu'au plus haut sommet de l'État, avec évidemment tous les médias à la solde de ce pouvoir pour faire un travail d'une extrême violence à mon égard. Je veux dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, comme à ceux qui m'accablent aujourd'hui, que ça ne m'a pas affecté du tout. Qu'on sache bien que ce lynchage et ces dénigrements ne m'atteignent en rien. Là où j'appelle les auditeurs de Radio Courtoisie à être extrêmement attentifs sur cette question du lynchage, c'est qu'il a aussi pour objectif de décourager les parents. Voilà. D'accabler les parents, de faire peur aux parents, et qu'il a connu ce lynchage médiatique, un prolongement dans les quartiers populaires, parce que c'est dans les quartiers populaires, surtout au cours de la première JRE, que le mouvement a été lancé, rejoint ensuite par les classes moyennes, notamment dans la deuxième journée. Je veux dire que ce lynchage a eu comme prolongement des représailles d'une férocité insoupçonnable dans une société dite démocratique. C'est qu'on nous a mis en face de nos enfants en classe des instituteurs, on les appelle plus comme ça, mais nous garderons le vocable qui nous convient, des instituteurs et des institutrices, des chefs d'établissement, des inspecteurs d'académie qui ont mené une véritable politique de la terreur. Une véritable politique de la terreur en 2014 à l'adresse d'enfants âgés de 4, 5, 6, 8, 10, 12 ans. C'est la honte nationale. Aujourd'hui, je dis, j'affirme que les fonctionnaires de l'éducation nationale qui se sont pliés aux injonctions de Madame Vincent Payon portent en eux une disgrâce qui les poursuivra jusqu'à leur lit de mort s'ils ne consentent pas à revenir sur ces pratiques, à demander pardon aux enfants, aux parents, et à adopter un comportement qui sera évidemment à l'opposé de celui qui a été le leur au cours de ces 2 premières journées. Je dis qu'il est inconcevable de poursuivre en tant qu'éducateur de la nation. Je dis et je répète qu'il est inconcevable de poursuivre dans cette direction. Vous avez harcelé des enfants et ceci est un délit. Et je veux que l'on sache bien que je suis déterminé, que mon équipe l'est, que nous sommes aujourd'hui rejoints par des personnalités de tous bords et par des avocats, et nous avons bien l'intention de venir au secours des familles les plus fragiles, des enfants les plus harcelés, au nom de la loi, je dirais aussi au nom de Dieu, et des familles de France qui, ensemble, vont vaincre les projets, je dirais, maléfiques et diaboliques de Payon, de Belkacem, de tous ceux qui, avec les médias aujourd'hui, laissent entendre qu'il serait normal de laisser douter un enfant en classe de son identité sexuelle et de le conduire vers des orientations sexuelles, selon le vocable aujourd'hui en cours, qui pourraient être perverses polymorphes. Ce qui, en un mot, si vous me permettez l'expression grossière, en fait, il s'agirait de conduire nos enfants dans les partous. Pardon aux auditeurs de Radio Courtoisie, pardon aux croyants, quels qu'ils soient, qui m'écoutent aujourd'hui, mais je crois qu'il y a un certain vocabulaire aujourd'hui qu'il faut courageusement employer pour bien prendre la mesure et l'image de ce qui se prépare dans les écoles. Voilà. Et à propos de partout, je veux bien montrer que je ne suis pas en train de délirer ou d'exagérer. Des livres jeunesse aujourd'hui sont publiés depuis un certain nombre de temps et commencent à connaître une diffusion dans le plus jeune âge. Il y a un titre notamment que je ne recommande pas, mais auquel on peut se référer, qui est le livre Dis maman avec un S, édité, je vous garantis que c'est renversant, aux éditions gays et lesbiennes. Et dans ce livre adressé aux enfants de 4-5 ans, on y propose
propose, à partir d'un petit personnage qui est à l'école en face de son institutrice, n'est-ce pas? On lui propose différentes compositions familiales, parce que figurez-vous qu'il y aurait plusieurs modèles en la matière, où on lui propose sur une double page 6 modèles, le premier étant celui qu'on chérit, du père et de la mère et de ses enfants. Le second étant celui de la femme seule avec ses enfants, qu'on a eu le tort d'accepter, à l'égard duquel nous aurions dû déjà, depuis bien longtemps, militer, du père seul aussi avec ses enfants. On en arrive maintenant à un 4e modèle qui est celui des 2 hommes avec des enfants, puis un 5e avec les 2 femmes avec des enfants. Là, nous résistons sur les 2 derniers modèles dont je viens de parler, parce que nous sommes encore avec un cerveau qui fonctionne et un cœur porté à l'égard de l'enfance, c'est-à-dire que nous nous instituons les défenseurs des enfants dans le sens où nous disons avoir un enfant n'est pas un droit d'adulte, mais par contre avoir un père et une mère est un droit d'enfant. Bien. Et là, dans ce petit livre maintenant, nous avons ces modèles de couples homosexuels prétendus qui pourraient être les parents d'enfants adoptés ou achetés. Ou achetés, parce qu'il faut bien dire le terme comme il convient. Et figurez-vous que le 6e modèle qu'on nous propose, alors là on dépasse tout ce qu'on peut concevoir. C'est 2 hommes, 2 femmes et des enfants. C'est ce que j'appelle la partouze instituée comme cadre familial pour atteindre, pour élever des enfants. C'est inadmissible. Et figurez-vous que ça s'arrête pas là. Parce qu'à la fin de cette double page, on y voit, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les combinaisons peuvent se multiplier à l'envi de manière, effectivement, perverse, polymorphe, comme nos amis du gender aujourd'hui emploient l'expression. Alors, c'est d'ailleurs tout ce que vous dites là est tout à fait corroboré par. Alors, évidemment, le gouvernement s'est empressé de modifier le site Ligne Azur. Ça, c'est une victoire des JRE. C'est déjà là, une victoire. On va pas pousser des youyous au micro de Radio Courtoisie, mais à la sortie sur le trottoir. Parce que figurez-vous que c'est une victoire du mouvement JRE. On a vu la Ligne Azur disparaître et puis revenir totalement nettoyée. Voilà. Alors oui, mais enfin ça, c'est un leurre, comme je dis toujours, car c'est exactement comme la PMA, la GPA, etc. Non, bien sûr, on n'ira pas jusque-là, nous dit le gouvernement. Or, en attendant, le lendemain de cette promulgation de la loi Taubira, le lendemain, des députés socialistes avaient déjà proposé des amendements, alors pour le coup, sur la PMA. Donc on voit bien que le mouvement est lancé, le mouvement ne s'arrêtera pas, et même si on nettoie un peu un site internet trop dangereux, n'est-ce pas, et qui démontre le mensonge de nos ministres. Le mensonge total, et pas seulement la Ligne Azur. Vous avez dans les sites gouvernementaux eux-mêmes de l'éducation nationale des documents qui ont disparu. Mais bien sûr. Mais pas belle, pas folle la guêpe, nous les avions pris en capture d'écran. Donc sur notre Facebook JRE 2014, on peut retrouver tous ces documents officiels qui prouvent en fait que la rumeur est simplement une vérité totale. Il y a le document de l'OMS, il y a le bouquin de 80 pages de l'OMS qui s'appelle Normes d'éducation sexuelle en Europe. Oui, et quand on regarde, on regarde à la page 39-40, il y a des tableaux comme à l'école, avec sur le côté gauche, il y a des tableaux de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, de 6 ans à 10 ans, de 10 ans à 14 ans. Sur la colonne d'à côté, il y a marqué ce que les enfants doivent acquérir. Alors, par exemple, de 0 à 4 ans, le rapport prescrit l'apprentissage de la jouissance et du plaisir quand nous touchons notre propre corps, la masturbation infantile. Cette période de l'enfance sera approuvée. À partir de 4 ans, c'est la masturbation sur leur apprendre à connaître le corps d'autrui. À partir de 12 ans, je sais plus, c'est les relations avec d'autres personnes. Mais je comprends pas comment des gouvernements, alors ça aussi c'est l'OMS, donc c'est mondial. Voilà. Mais quand on a élu des gens qui sont même pas foutus de résorber le chômage, parce que c'est quand même une des choses pour lesquelles on les a, et qui veulent se mêler de faire l'éducation sexuelle de nos enfants, ça met vraiment les boules, premièrement. Et puis, deuxièmement, je veux dire, de quoi ils se mêlent? On leur apprend, qui a décidé qu'il fallait apprendre à nos enfants comment ils devaient se masturber? On gomme l'amour, bien évidemment. On leur parle pas d'amour, mais on leur parle de, technique, reconnaître. Mais l'éducation sexuelle à l'école, moi j'y ai assisté en tant qu'enseignante titulaire. Donc là, on peut pas non plus penser que j'invente ce que je vais rapporter ici pour l'avoir vu et entendu. L'éducation sexuelle à l'école nous vient de ce fameux fou Kinsey dont Mario Sigaud parlera très bien et dont j'ai parlé dans ma vidéo que je conseille parce que là aussi on voit des tas de preuves de la
comment dirais-je, participation du pouvoir à la dégradation des esprits à l'école et de l'enseignement. Donc l'éducation sexuelle a toujours été quelque chose de conçu comme de matériel et de mécanique. Voilà. On n'a jamais dans les cours d'éducation sexuelle évoqué officiellement la relation entre l'homme et la femme. Évidemment, puisqu'il est bien question de faire disparaître la relation. Il est question de remplacer la relation par l'argent et la relation par le pouvoir. La relation gratuite par le pouvoir et l'argent. Il y a maintenant 7 ou 8 ans, j'ai effectivement reçu de la part d'une de mes filles qui était en collège, dans le 13e arrondissement, j'ai reçu... elle m'a apporté un document qui avait été donné à tous les élèves, des élèves elle devait être en 4e ou en 3e, je crois. Et ce document qui était très bien imprimé en quadrichromie, enfin, etc. Ça, ils savent faire. N'est-ce pas? Ça, ils savent faire. Et on commençait donc décrivait toutes les attitudes sexuelles possibles. Et on commençait par la zoophilie. Et dans ce document, il y avait présenté à des gamines de 14 ans, 13 ans, 14 ans, il y avait à égalité, évidemment l'hétérosexualité, mais qui venait incidemment. Mais il y avait évidemment l'homosexualité, il y avait la transsexualité, la bisexualité et la zoophilie. Absolument. Et cette gamine me revient avec ce document en me disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, comment voulez-vous? Bien. Et ça, c'est l'éducation nationale qui sortait ce document. Alors, je vous donne la parole à l'instant, Madame Sigaud. Je voudrais simplement, effectivement, pour corroborer les propos de Claire Sévrac tout à l'heure, toujours sur ce fameux site Ligne Azur qui a été nettoyé, mais en attendant, ça reste, les différentes possibilités sur un tableau que les élèves, à l'âge de 11 ans, tableau que les élèves devaient remplir pendant les cours. Oui, alors vous avez sur une ligne, je suis né, alors entre parenthèses, sexe biologique. Alors vous pouvez être mâle, femelle ou intersexe. Deuxième colonne, j'ai été déclaré, entre parenthèses, état civil, sexe masculin ou sexe féminin. Bon, il en manque un à mon avis, mais enfin, bon. Colonne suivante, je me sens. Donc, entre parenthèses, identité de genre, qui n'existe pas, je vous le rappelle, d'après ce que nous dit le ministre. Alors on peut être homme, femme ou trans. Je n'invente rien, j'ai le tableau sous les yeux. Colonne suivante, je suis perçu, entre parenthèses, sexe social, à des enfants de 11 ans, je rappelle. Masculin, féminin, androgyne, autre. Colonne suivante, j'ai des relations sexuelles avec, entre parenthèses, partenaires sexuels, au pluriel, homme au pluriel, femme, possible pluriel, les deux, aucune. Colonne suivante, je fais, entre parenthèses, pratique sexuelle. Masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Colonne suivante, je me définis, alors, la définition, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures. Je ne me définis pas, autre. Et encore une colonne supplémentaire pour, là c'est je me définis, et l'autre c'est on me définit, donc c'est autrui. Voilà. Ça c'est le tableau qui était proposé à des enfants de 11 ans. Bien. Et je vous laisse la parole, Madame Sigaud, dans ce libre journal des auditeurs de l'Unière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Madame Marion Sigaud, historienne. Non, c'est pas comme historienne là que je réagis, c'est vraiment comme citoyenne et comme femme. Hein. Et puis alors, j'ai jamais douté que je l'étais et je ne pense pas que qui que ce soit réussisse à introduire dans mon esprit un doute à ce sujet. Je suis une femme, je suis née comme ça et je pense que je sais que je mourrai comme ça. Je suis absolument frappée que ce débat et cette question arrivent au moment où je me suis replongée dans une vidéo absolument extraordinaire, qui montre le combat d'une américaine qui s'appelle Judith Reisman et qui a mis à jour les horreurs du rapport Kinsey. Kinsey est un Américain qui, dans les années 1950, a sorti un rapport sur la sexualité réelle, les pratiques réelles sexuelles des hommes, des femmes et des enfants. Ajoutons-le bien, dans les années 50, ce rapport a bouleversé toute la société américaine et par voie de conséquence toute la société occidentale, puisqu'on montrait qu'un homme sur 10 avait eu avait régulièrement des rapports homosexuels, un homme sur 3 en avait occasionnellement, que ils trompaient tous leurs femmes, que les femmes avaient. Enfin, c'était un rapport qui montrait un tableau de la vie amoureuse, la vie sexuelle des Américains, totalement à l'inverse de ce que les gens croyaient. Et à partir de ce rapport,
ont été changées les mentalités, c'est-à-dire c'est un rapport qui a influé sur les mentalités, c'est un rapport qui a influé sur les lois, c'est un rapport qui a influé sur le code pénal, et s'en est suivi la pornographie. Alors, il y a eu énormément de choses qui ont été dites dans ce rapport et qui ont touché également l'homosexualité, puisque un homme sur 10 était homosexuel, il fallait banaliser la chose. Et surtout, Kinsey a fait un rapport, et c'est là que nous allons retrouver tout ce qui vient d'être dit, et qui explique également l'intervention de l'Organisation mondiale de la santé. Kinsey a dit que les enfants étaient sexualisés dès leur naissance, c'est-à-dire qu'ils avaient des capacités à l'orgasme dès la naissance. Et ça, ce rapport, cette partie du rapport Kinsey a été absolument essentielle. Elle a été reprise absolument partout. Kinsey a déclenché une vague. Alors d'une part de la libération des homosexuels, puisque la Gay Pride et le mouvement de libération des homosexuels datent de cette époque-là. Le mouvement de libération des homosexuels s'est réclamé de Kinsey et a immédiatement agrégé à son mouvement un mouvement de reconnaissance de ce qu'ils appelaient l'amour pour les garçons, c'est-à-dire la pédophilie. Voilà, nous y sommes. Ça date des années 50. Le rapport a été republié à la fin des années 90. Il est absolument en cours. Kinsey continue d'être considéré officiellement comme une référence en la matière. Il existe une morale sexuelle qui est issue du rapport Kinsey. Kinsey était un pédocriminel. Kinsey était un pédophile. Kinsey a fait passer pour des orgasmes les hurlements de douleur d'enfants violés. Maintenant, on le sait, Madame Judith Reisman, une Américaine, a consacré de nombreuses années de sa vie à dénoncer le scandale. Le scandale, on a les moyens maintenant de savoir qu'il existe, de le faire éclater en France. Toute cette idéologie, à la fois du genre, alors l'Institut Kinsey s'appelle l'Institut pour l'étude du sexe et du genre et de la reproduction. C'est-à-dire que nous sommes au cœur de la source idéologique de toute cette horreur. Et il est bon de savoir que l'Institut Kinsey est né d'un financement de la fondation Rockefeller. C'est-à-dire, pour ceux qui croient qu'on voit des complots partout, il est bon de savoir que Rockefeller a financé ces rapports mensongers, fallacieux. Tous les hommes qui ont été, 50% des hommes qui ont été interrogés par Kinsey et qui se sont déclarés être homosexuels, il les a trouvés dans des bars homosexuels. 50% des femmes qu'il a considérées comme voulant du sexe à qui mieux étaient des prostituées. Tout le rapport Kinsey est mensonger, toute la morale sexuelle qui a cours à l'heure actuelle en France, en Europe, en Amérique et au monde, qu'on essaye d'imposer au monde, est issue d'un rapport mensonger, fallacieux, financé par une fondation dont une commission d'enquête américaine du Congrès américain, une commission d'enquête a réussi à déterminer que leur but était d'extirper les valeurs chrétiennes de l'Occident. Nous y voilà. Bien évidemment, ça on se doute. Alors, je vais me permettre de vous donner quelques messages d'auditeurs que l'on reçoit très nombreux. Tout d'abord, un auditeur, effectivement, nous recommande l'ouvrage Kinsey, le corrupteur. Voilà. Qui est peut-être, il y a un doute sur l'auteur, ce serait peut-être Daniel Amiche, mais je ne sais pas si Daniel a écrit ce livre. Enfin, toujours est-il, il aurait pu le faire, sans aucun doute. Il en sait assez. Mais il est patron d'émission sur cette antenne, voilà. Alors, beaucoup de messages de félicitations à Madame Bellegoul, que j'approuve totalement. Elle est très courageuse. Avec émotion, j'écoute ces formidables femmes. Ce sont nos Jeanne d'Arc. C'est important que ce que vous faites, Madame Bellegoul, je vous salue avec beaucoup d'admiration. Voilà. Et puis, des messages. Je rappelle que malheureusement, alors je les donne à peu près dans l'ordre d'arrivée. Une auditrice nous dit, je rappelle que malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive en France. Les responsables du FN et leurs électeurs le sont depuis plus de 20 ans. Je suppose sont au courant depuis plus de 20 ans. Alors, nous allons en parler justement, de savoir cette prise de conscience qui est faite par les familles aujourd'hui, parce qu'elle est beaucoup plus large qu'une prise de conscience purement politique. Un auditeur, pensez-vous que le pape François n'a pas été mis au pouvoir pour démolir l'Église? Ça, c'est un autre problème. On le traitera plus tard, cher auditeur. Moi, je ne le pense pas, mais enfin, chacun son opinion. Madame Farida, qu'en est-il de l'esprit des musulmans en France qui se tournent vers cette réalité, enfin, etc. Ça, on l'évoquera tout à l'heure. C'est important. Voilà.
la protection de l'enfance, toutes ces dispositions prises pour cette protection est en contradiction, puisque des mineurs sont maltraités, qui disparaissent sous différentes formes. Ces dispositions sont inefficaces et aboutissent à l'effet inverse de ce que l'on recherchait. Bon, le message est un peu... Je crois deviner ce que veut dire l'auditeur. On parlait de pédophilie tout à l'heure et de crimes pédophiles. Oui, effectivement, on sait qu'il y a de nombreux crimes pédophiles et certaines disparitions d'enfants jamais résolues sont en fait des disparitions qui sont liées à des réseaux pédophiles. On s'en doute un peu. Je pense que la police et la justice s'en doutent encore plus. Les élèves, si l'on veut que les élèves connaissent l'orthographe, on revient. Il faut leur faire plusieurs dictées par semaine. L'enseignement de l'histoire doit être chronologique. Ce sont des conceptions réactionnaires aux yeux des ministres. Alors, on va peut-être repartir de ce plan, si vous le voulez bien, car il met en lumière, indépendamment des techniques pour apprendre à bien lire et à bien écrire à nos enfants, il met en lumière, effectivement, des méthodes pédagogiques qui consistaient déjà, et il y a fort longtemps, à déstructurer la pensée de nos enfants, à ôter de leur capacité intellectuelle toute analyse, de façon à ce qu'ils puissent, entre guillemets, gober tout ce qu'on leur raconte et ne réagir qu'à coups de slogans. Alors certes, ici même, nous avons combien de fois et en combien d'émissions dénoncé ce qu'on a appelé la méthode globale. Qui n'existait pas, elle aussi. Qui n'existait pas, c'est une rumeur. Pendant des années, voilà, moi rumeurs. Je me souviens à l'époque où j'ai voulu... où j'ai espéré au retour de la méthode syllabique grâce au ministre de Robien, qui s'est fait évidemment jeter comme on le sait. Moi j'ai espéré le retour de la méthode syllabique, et lorsque ça n'a pas été possible, je suis partie encore une fois de plus en croisade, si on peut employer ce terme-là, et on m'a dit mais Madame Bellegoul, la méthode globale n'existe pas. Pourquoi vous mobilisez-vous sur quelque chose qui n'a pas d'existence? Et on retrouve exactement les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Vous avez la méthode globale qui n'existe pas davantage la théorie du genre à l'école. Et moi, ce qui me paraît important de dire à cet égard, c'est qu'on assiste à une évolution qui est tout à fait cohérente. Et là, je dois dire que les parents portent leur responsabilité aussi. Ouais. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tout le temps nous sentir très justement d'ailleurs attaqués par l'extérieur. Il faut que nous sachions que tout ce qui nous tombe sur la tête aujourd'hui, et en particulier ce qui tombe sur la tête de nos enfants, nous l'avons semé nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes accepté que des compositions familiales apparaissent dans la société qui n'étaient pas de la famille, et il aurait fallu le dire au moment où en effet il était temps de sauver le couple homme et femme, laisser arriver dans la société de manière régulière, je dirais, ces familles monoparentales a été l'une des premières erreurs que nous avons connues. Je pense aussi que dans ce cadre, les divorces qui ont été nombreux et qu'on trouve tout à fait légitimes aujourd'hui pour des raisons parfois désuètes, nous amènent effectivement à ce que nos enfants soient livrés aux institutions et en particulier à l'institution scolaire. Nous en sommes aujourd'hui à considérer que pourquoi pas en effet 2 hommes pourraient constituer une famille et 2 femmes également. Donc ce qui nous arrive de l'extérieur a été quand même aussi alimenté de l'intérieur. Nous n'avons jamais été capables de prendre fait et cause pour une dégénérescence de notre civilisation à l'égard desquelles nous devions nous lever, je dirais déjà spirituellement. C'est que nous avons péché et nous en payons le prix. Et il me paraît extrêmement important aujourd'hui de saisir l'occasion qui nous est donnée de nous repentir. Et c'est peut-être une grâce que nous découvrions à temps que la théorie du genre est en effet présente dans les écoles à notre insu, parce que c'est le moment de reprendre le flambeau des prérogatives qui sont les nôtres, de notre spiritualité haut et clair. J'appelle, comme je le fais tout le temps, les croyants, en particulier les catholiques, à être fiers d'être catholiques. J'appelle les musulmans aussi à ne plus raser les murs, à ne plus se laisser entraîner par les sirènes vendues au pouvoir que sont certains imams, parce qu'il faut savoir que la situation des musulmans en France, elle est extrêmement complexe. Nous sommes, je dirais, un peu plus contrôlés que ne le sont les catholiques, encore que nous avons sur la tête ce que vous avez eu avant nous. Je dis souvent aux musulmans,
connaissez l'histoire du catholicisme, de la France catholique et de la France chrétienne, car sans cette connaissance, vous ne saurez pas par quel bout vous allez être mangé et comment et à quelle sauce vous serez assaisonné. Les catholiques sont nos aînés dans le domaine, et il est extrêmement important aujourd'hui que catholiques et musulmans en particulier s'entretiennent réellement en termes historiques, spirituels, dans le sens où nous avons en partage des principes fondamentaux avec lesquels aujourd'hui nous pouvons être ensemble convergés pour sauver les enfants. Alors, merci de ces propos, Farida Belgoul. Je me souviens d'avoir fait, je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais je me suis rendu, non pas avec elle, mais en même temps que Frigide Barjot, au moment de la fameuse manif pour tous. Je me suis rendu à cette réunion de l'OIFM où elle a appelé les musulmans à manifester avec les catholiques pour faire masse contre ce mariage dit pour tous. Et à la sortie, effectivement, j'ai discuté avec un certain nombre de personnes, et en particulier quelqu'un qui se présentait comme un imam et qui haranguait un petit peu la foule à l'extérieur. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais effectivement, pourquoi ne venez-vous pas en nombre manifester? Puisque Frigide Barjot venait de dire que c'était la population musulmane qui ferait changer d'avis le gouvernement. Pour ce qui n'a pas été le cas, loin s'en faut. Et cette personne, se présentant comme un imam, m'a répondu, pourquoi voulez-vous que nous fâchions ce gouvernement qui nous donne tout avant qu'on lui demande, alors que dans quelques années, la charia sera appliquée et toutes ces lois tomberont d'elles-mêmes. Alors là, on a affaire exactement à quelque chose qui relève du délire, c'est même pas de la stratégie. Nous avons affaire, vous savez, à des musulmans qui sont même pas capables de coloniser leur immeuble. Je vois pas comment ils vont aller coloniser la France. Or là, on a affaire à une propagande, et elle est d'autant plus grave qu'elle est relayée par certains imams. Je dis pas tous. On a vu des imams dans les JRE être très clairs sur le fait que la France était un pays chrétien, qu'ils étaient là parce que l'histoire l'avait voulu et que ça les dépassait eux-mêmes, et que, en partage avec les principes catholiques, nous devions être ensemble. Ça, ce sont des imams qui le payent cher au quotidien et qui doivent, pour leur indépendance, prendre des risques que vous ne soupçonnez pas. Sans doute. Mais vous avez parallèlement, mais je pense, vous avez parallèlement ce type de personnes qui vient dans le sens de l'oligarchie, pour l'appeler comme cela, effectivement, mettre de l'huile sur le feu pour que catholiques et musulmans ne se rencontrent pas. Il est complètement aberrant, illégitime et irréaliste, et je dirais même d'un point de vue islamique, ce n'est pas le propos qui peut être celui des musulmans. Dans la mesure où nous devons systématiquement considérer que là où nous sommes, d'ailleurs, quelle que soit la partie du monde dans lequel on se trouve, nous sommes, je dirais, de passage, et que nous devons partout défendre le bien lorsque le mal sévit. Et il n'est pas question de prosélytisme là. Il n'est pas question d'alliance politique opportuniste pour un gain et un bénéfice matériel. Donc ces imams sont des faux imams, comme vous avez des faux catholiques, ou peut-être même de faux prêtres. Moi, j'en ai rencontré des faux prêtres qui m'ont donné une image du christianisme qui a été désastreuse quand j'étais jeune. Donc les faux imams, les faux prêtres ensemble aux côtés de Madame Payon, mais qu'on nous laisse nous rencontrer entre vrais catholiques et vrais musulmans, vrais imams et vrais prêtres, pour sauver l'enfance, parce que je le répéterai sans arrêt. Aujourd'hui, la priorité, elle est claire et nette. Tous ceux qui viendront, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faire croire qu'il y a une autre urgence, sont des manipulateurs. Exactement. Et ont bien l'intention de nous diviser pour que, au bout du compte, ils se repaissent de la chair de nos enfants. Alors, Madame Sigou, je crois que vous aviez un commentaire à faire tout à l'heure. Vous manifestiez. Non, je crois que c'était à propos du rapport Kinsey et de cette histoire de masturbation des enfants. Kinsey recommandait explicitement qu'on apprenne aux enfants à se masturber. Donc, ce qu'on retrouve dans le rapport de l'OMS et ce qui est en cours, ce que nos gouvernants prétendent comme étant une aberration, une invention, a été mis en place par Kinsey lui-même, et Kinsey qui est reconnu comme une association. Je crois qu'il doit y avoir au mois de juin, l'Institut Kinsey doit recevoir des subsides à Genève de je ne sais quel. Ah mais bien sûr, parce que à la fois des institutions et des gouvernements soutiennent la fondation Rockefeller que vous citiez tout à l'heure, a été instigatrice aussi de toutes ces campagnes de l'OMS déjà. De l'OMS concernant la pilule
pilules, etc. Mais dans certains pays, pas en Europe, mais dans certains pays, toutes ces campagnes de stérilisation auprès de femmes, de populations qui n'étaient même pas au courant de ce qu'on leur faisait faire, de ce qu'on leur donnait. C'est-à-dire des méthodes vraiment ignobles vis-à-vis de l'être humain. Il ne s'agit pas là de religion. Dans le rapport de l'OMS, je vois entre 9 et 15 ans, l'OMS suggère que le gouvernement avertisse nos enfants quant à l'obstacle que représenterait la religion chrétienne pour la jouissance et le plaisir sexuel. Mais c'est vrai, c'est ça. Eh ben, Et juste après, l'État est la source formelle et scientifique de l'éducation des enfants. Les parents ne sont que des sources informelles. Complètement, mais c'est arracher nos enfants au fameux déterminisme. Comme disait Farida, tout converge quand même. C'est ce qu'on trouve dans le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, oui, c'est ça. que Robespierre a trouvé tellement génial qu'il en a été parjure, parce que Robespierre n'avait pas que des vices, il avait certaines qualités, notamment c'était un monsieur de parole, et ben ce jour-là il n'a pas tenu parole. Il avait demandé au frère de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau de lui prêter son fameux plan d'éducation, et il lui avait promis juré qu'il lui rendrait, et que c'est lui, Félix Lepelletier, qui le présenterait. Et Robespierre a trouvé ce plan tellement génial qu'il n'a pas tenu parole et c'est lui-même qui l'a présenté. Donc jetez un œil à ce que c'est que le plan d'éducation de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, le plan qu'il avait pour les enfants de 5 à 12 ans. On parlait pas de sexe, mais on parlait très exactement de mettre une barrière infranchissable entre l'enfant et le monde vieilli dont on voulait se débarrasser. Et donc les générations précédentes et donc la famille. Et l'idée, alors à l'époque, et je vous dis, il s'agissait pas de sexe à l'époque, mais ça n'était qu'un coup pour rien. L'idée était de mettre ces enfants au travail et aux travaux les plus durs à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans, c'est-à-dire l'idée de leur faire casser des cailloux, de leur faire travailler à la production, et leur travail consisterait à faire tourner la maison, à payer leur nourriture. Enfin, c'est un texte absolument monstrueux, qui est, paraît-il, un exemple et un modèle pour l'école républicaine, la fameuse école républicaine que Madame Bellegoul s'attache si honteusement à vouloir détruire, n'est-ce pas, Farida? Non, parce que c'est quand même bien que les petits-enfants sachent qu'en jouant avec un camion, les filles avec un camion et les garçons avec une poupée, on est en train de nous expliquer que c'est ça qui va donner l'égalité des salaires plus tard dans les entreprises. Non, mais là, on est en train, Claire, si tu peux me permettre, de nous escroquer encore sur les mots et les concepts employés contre nous. C'est-à-dire qu'on met en avant quelque chose qui est extrêmement valorisé aujourd'hui, qui est le concept d'égalité. C'est la tarte à la crème qu'on nous trimballe déjà depuis des décennies. Alors, ceux qui parlent d'égalité, étrangement, ne parlent pas de complémentarité. Et c'est là où l'escroquerie, elle est manifeste. C'est que, bien évidemment, il s'agit d'une égalité conçue comme une uniformisation d'individus isolés les uns les autres, atomisés, inidentifiés, inidentifiables, et qui seront mis au service comme des Kleenex et jetables autant que ces mouchoirs en papier, au profit d'une petite caste que je ne vais pas nommer ici, mais que tout le monde connaît. Donc, ce qui est terrible, c'est que nous sommes déjà, en tant qu'adultes, ces espèces d'individus esclavagisés depuis déjà des décennies, et que maintenant, au nom de l'égalité, qui est un principe soi-disant, en fait, qui n'en est pas un, puisque moi je pense que l'égalité est un contre-principe, mais c'est une autre discussion. Je veux dire qu'on veut toujours enjoliver les plans les plus noirs et qu'en utilisant le concept d'égalité, on est en train en fait de détruire la complémentarité qui existe entre l'homme et la femme, mais aussi celle qui existe entre les générations, entre les cultures, entre les religions. On est vraiment dans le sabordage complet, total et irréversible, si jamais il l'emportait, de l'humanité tout entière. Pardon. Non, j'allais dire, ce qui est terrible, c'est que si vraiment ils sont tellement blancs et s'il n'y a aucun problème, pourquoi est-ce qu'on nous ment? Si la vérité est jolie, pourquoi on nous sert des mensonges? Je veux dire, toi, c'était très facile quand ça a explosé dans les radios, les télévisions. Il n'y a pas un journaliste qui a dit on va inviter Monsieur Payon et Madame Bellegoul et on va voir qui amène les preuves. C'était très facile. Personne l'a fait. Non, mais ça et pour cause, parce que et c'est la même chose dans le domaine dans lequel j'ai enquêté, sur la santé, etc. Pourquoi on ne met jamais en face les gens qui sont capables de balancer les infos auxquelles les gens n'ont pas droit? Jamais. C'est ce que vous avez fait avec Sylvie Simon, la regrettée Sylvie Simon. D'ailleurs, je pense beaucoup à elle depuis le début de l'émission, parce que je me dis qu'elle devrait être là
C'est elle qui nous a un peu ouvert la voie à toutes. Absolument, c'était une porteuse de lumière et au meilleur sens du terme. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on sent, je parlais de convergence tout à l'heure, c'est tout à fait cela, puisque les meilleures intentions du monde sont exposées. Quand vous parlez de parité, bien évidemment, tout le monde pense parité entre l'homme et la femme, c'est merveilleux, etc. Le partage des tâches, mais c'est pas du tout ce que l'on nous présente. Là, c'est le côté enjolivé des choses. En fait, cette parité, on sait très bien ce que c'est. Ça a souvent été exposé. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, la femme au travail fait 3 journées dans sa journée. Bon, elle est bien évidemment au travail, d'accord, et ça c'est nécessaire, car aujourd'hui, le salaire de l'homme à la maison ne suffit plus à nourrir la famille. On nous rabat les oreilles, et très justement d'ailleurs, en déplorant les 5 millions de chômeurs que nous avons, et les chiffres sont certainement très faux, mais peu importe, on nous parle de ces 5 millions de chômeurs, certes, mais dans le même temps, a été créé 13 millions d'emplois féminins. Alors, il ne s'agit pas, on va nous prendre pour d'affreux réactionnaires, naturellement, on nous le dit d'ailleurs. Réagissons. Voilà, le ministre nous dit que nous ne sommes que des réactionnaires. Très bien. Et bien, en attendant, il se trouve que la femme au foyer, lorsque c'est son choix, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit, mais lorsque c'est son choix, eh bien, elle peut élever correctement ses enfants dans la conception de la vie qu'elle va avoir. C'est suspect, très drôle. Mais c'est pire que ça, c'est condamné, carrément. Ce qui est très drôle, Monsieur Rochard, je voudrais vous donner là, à partager avec moi l'expérience des JRE, c'est que les premières familles nombreuses, extrêmement nombreuses, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, le premier jour qui ont fait la JRE, provenaient de familles où la maman était forcément à la maison. C'est pour ça que ces mamans-là, dont on a dit qu'elles cédaient à une espèce d'émotion incontrôlable, n'ont en fait réagi et n'ont fait réagir en elles que leur instinct maternel. Et cet instinct maternel-là, on l'a tout de suite dégradé en disant sentiment émotif d'illettré, de banlieusarde. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Alors qu'en vérité, nous avions affaire à des femmes qui nous ramenaient encore quelques règles de fonctionnement familial traditionnel où la maman étant à la maison, elle a pu du jour au lendemain, à l'appel qui a été le nôtre, immédiatement garder les enfants à la maison pour pouvoir en effet construire ce mouvement populaire et familial. C'est pour ça qu'il faut éradiquer les mères à la maison. Si vous prenez les classes sociales, les classes moyennes où les mamans étaient au travail, la réaction n'a pas pu être celle-là tout de suite et il faut effectivement mettre en place tout un armada très compliqué pour retenir les enfants à la maison une journée par mois et c'est la raison pour laquelle on le voit là très clairement qu'il faut envoyer les femmes au turbin. Et je dis maintenant, c'est l'un des mots d'ordre de notre action, que la théorie du genre qui avance donc au nom de l'égalité, c'est comment pourrir les gosses pendant que les parents bossent. C'est tout à fait ça. Alors un auditeur d'ailleurs nous signale, ce qui est tout à fait vrai, en 1950, autant des systèmes sélectifs, 25% des élèves de l'école polytechnique provenaient de classes moyennes. Avec l'enseignement laxiste, il n'y en a que 9% aujourd'hui qui proviennent de ces classes. La cause est la politique de la grande bourgeoisie. Oui, ça on pourrait encore. Mais de toute façon, on a l'habitude des chartes dégoulinantes d'humanisme, de jolies choses. Si vous prenez la charte de l'ONU, c'est magnifique. La charte de l'OMS, c'est magnifique. La charte de l'OMC, magnifique. Le FAO, c'est magnifique. Mais après, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est-à-dire, c'est une façon de nous faire passer la pilule. Et puis le vocabulaire même aujourd'hui est tronqué, enfin, etc. Enfin, galvaudé. Quand vous pensez que aujourd'hui, dans cette fameuse loi sur l'égalité, on supprime la notion de bon père de famille. Ça exprime bien quelque chose de tout à fait clair. C'est-à-dire que le bon sens du père de famille qui dans la le conception, transmetteur, je dirais. Vous savez ce qui s'est passé à l'école, c'est ça. Lorsqu'en 1989, Jospin nous est arrivé avec sa nouvelle loi d'orientation, c'est ce qu'il a voulu détruire, la transmission. Donc tout ça est tout à fait cohérent, tout ça poursuit un chemin tout à fait balisé. Évidemment, il n'en dépend que de nous aujourd'hui, que nous nous y associons ou que nous résistions. Moi, j'appelle toujours, je peux pas faire autrement en étant à ce micro comme à d'autres micros, j'appelle les parents à réagir, mais vraiment de manière déterminée. Je sais que la peur peut saisir les ventres et les esprits et les cœurs, mais franchement, l'enjeu actuel auquel nous sommes soumis doit renverser toutes les peurs irrationnelles. Sachez, parents de France, sachez qu'ils ne peuvent rien
en vérité que toutes les lois sont encore pour nous, que nos enfants sont encore sous notre autorité, que la Constitution, que l'éducation nationale même elle-même avec toutes ses ressources de mammouth ne peut absolument rien contre un parent qui a décidé de sauver son enfant, et que je dis toujours que face à ce que subissent des enfants de par le monde, dans des situations autrement plus cruelles que les nôtres, il est quand même important aujourd'hui que face à des pressions finalement qui ne sont que psychologiques, que nous décidions d'affronter l'institution pour sauver nos enfants, car sans nous, sans les parents, personne ne défendra les enfants. Qui est mieux placé que le père ou la mère pour le faire? Qui? Pas l'institutrice, qui elle-même, quand elle opère ses représailles à l'école, oublie que par ailleurs elle est une mère. C'est-à-dire que l'institutrice ici, l'inspecteur et le directeur d'école, est en train de scier la branche sur laquelle son enfant est assis. C'est vraiment abominable. Madame Elgoul, vous savez très bien que ce sont les consignes de l'inspection de l'éducation nationale, puisque je me suis entretenu un jour effectivement avec à la fois des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspectrices et des professeurs. Et je reprochais à des professeurs un certain nombre de choses. Je pense, enfin très courtoisement, très respectueusement, mais enfin je leur disais quand même un certain nombre de choses qu'un parent avait le droit de leur dire. Et il m'a été répondu, et je les prenais à témoin en disant, mais enfin vous-même, madame qui êtes professeur, vous êtes mère. Enfin comment pouvez-vous tolérer ce genre de choses, etc. Et l'inspecteur, à ce moment-là, prend la parole, nous étions à l'extérieur, coupe ce professeur qui allait répondre en disant, ah non, passer cette porte, elle n'est plus mère de famille, elle est professeure. Là, on voit bien où est le totalitarisme et le fascisme, il me semble. Voilà. De quel côté Et donc, elle avait des consignes à appliquer, et elle appliquait ces consignes. Alors, évidemment, lorsque c'est le grand principe révolutionnaire, c'est de dissoudre absolument, de faire des schizophrènes, de faire des schizophrènes. C'est-à-dire que vous êtes croyant dans votre salle de bain, et quand vous passez dans le salon, vous êtes autre chose, et quand vous sortez au travail, vous êtes encore autre chose. Vous êtes littéralement saucissonné. Vous n'avez pas une existence intègre. Vous ne menez pas d'existence intègre. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout étonnant aujourd'hui que, effectivement, à l'école, on s'attaque à la pudeur et à l'intégrité des enfants. Enfin, c'est-à-dire ce système tient aussi sur deux choses, et c'est pareil pour la santé, hein, pour les vaccinations, etc. C'est la peur et la propagande. C'est-à-dire que il faut à tout prix que les gens, que tout le monde se réveille et se dise que la propagande c'est pas une information et que la peur elle est irraisonnée, comme tu viens de le dire. Bon, d'accord, c'est pas agréable, ils subissent des pressions, on en subit tous, mais d'un autre côté, je veux dire, si ton gamin est prêt de se faire empoisonner, ou que ce soit moralement ou physiquement, l'enjeu est quand même beaucoup plus grand. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise. Oui, je pense qu'il y a une erreur fondamentale qui a été commise par les autorités, c'est de croire qu'ils pouvaient faire passer ce truc-là sans que les parents réagissent. Bon, moi, je voudrais faire référence à un précédent que j'ai bien étudié, qui est celui des enlèvements d'enfants à Paris en 1750. En 1750, entre novembre 1749 et mai 1750, des enlèvements de personnes avaient lieu comme ça subrepticement dans la rue. Au début, on prenait des gens qui n'avaient pas trop de liens, par exemple des jeunes domestiques qui arrivaient de la province et qui prenaient des meublés en attendant de trouver une place. Ils disparaissaient, on savait pas où ils passaient. Et les gens ne pouvaient pas réagir, enfin, ne réagissaient pas. Et petit à petit, on s'est mis des gens qui étaient payés pour ça. C'était la police, mais c'était une espèce de police parallèle. Hein. Les policiers, les agents, les commissaires de police du Paris de Louis XV n'étaient pas des gens à tremper dans ce genre d'horreur, mais le lieutenant général de police avait mis sur pied toute une escouade de gens qu'il payait à la pièce pour enlever des enfants. Et les autorités de l'époque ont pu croire qu'ils allaient réussir et que ça allait passer. Et j'ai lu un certain nombre de textes qui ont été écrits notamment par le lieutenant général de police de l'époque qui disait enfin lui ou d'autres, les gens croient qu'on enlève mais ça va passer, ça va se tasser. Enfin, il y avait une espèce de mépris pour le populaire qui consistait à dire ils ont beaucoup d'enfants, on en retire un, mais ça a été un soulèvement. Ça a été un soulèvement. Au début, et c'est un peu ce qui s'est passé, les gens étaient isolés les uns les autres. Vous aviez notamment une femme, on est venu plusieurs fois l'embêter chez elle en lui disant votre gamin, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est disputé, enfin. Et puis un jour, la police est venue chez elle le soir, pendant qu'elle dormait, on l'a fait relever du lit, on a fait relever le gamin, et on a enlevé son gamin. Et c'est la police qui est venue de l'enlever. Et cette femme,
que voulez-vous qu'elle fasse? Elle était seule, elle était veuve, elle élevait son enfant seule, elle subvenait à ses besoins, elle l'envoyait à l'école, et elle s'est démenée absolument partout. Alors on a son témoignage intégralement, on a tous les témoignages de cette femme, et vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres cas qui se sont faits comme ça individuellement, et à un moment donné, ces cas se sont retrouvés c'est pas la rumeur, mais l'information de ces enlèvements et de l'aspect absolument tragique de ces exactions policières a fini par rejoindre suffisamment de personnes à la fois, et il y a eu une première émeute, il y en a une deuxième, il y en a une troisième, jusqu'à ce que une espèce de soulèvement généralisé se fasse, pas généralisé, mais un soulèvement très très massif, massif, violent, sanglant, s'est fait en 3 jours, je crois que c'était les 22, 23 et 24 mai 1750, et là, le gouvernement a plié, les enlèvements d'enfants ont cessé, et la plupart de ces parents ont pu retrouver leurs enfants. J'ai suivi le destin de ces enfants à partir des registres d'entrée dans l'institution qui les avait, entre guillemets, mis à l'abri, en fait, où ils avaient été enlevés, et ça a été une affaire absolument terrible, qui a montré que, d'une part, les autorités ont cru qu'on pouvait s'attaquer aux enfants sans que les parents réagissent, en quoi ils ont fait une grossière erreur, et où les parents ont compris et où ils ont senti leur force quand s'y mettant tous ensemble, on leur rendait leurs gosses. Donc là, c'est un exemple. C'est ce que j'ai raconté dans le livre que j'ai écrit, La Marche Rouge. Alors, je suis pas la première personne à m'être intéressée à ces enlèvements d'enfants. Il y a plusieurs historiens qui s'étaient penchés sur le sujet, mais je suis allé vraiment, j'ai voulu aller au bout de ce récit et de voir. Enfin, je comprends que derrière tout ça, vous aviez les Lumières qui poussaient à réduire l'esclavage, parce que les esclaves dans les îles, tout ça finissait par devenir trop cher. Donc si on prenait les enfants dans les hôpitaux, ça serait pas plus mal. Au lieu de faire du trafic d'esclaves, il y avait qu'à faire de l'élevage d'enfants. C'est ça. Il y avait quelque chose comme ça. Donc le message que je voudrais faire passer là-dessus, c'est que ce qui me semble, moi, et le succès de Farida, que je soutiens vraiment de tout mon cœur, me semble une illustration de ça. Il faut pas toucher aux enfants. On vole les gens, on leur ment, on les envoie à la guerre, on les fait tuer. Ils supportent. On touche à leurs gosses, ils supportent plus. Soulèvement généralisé. Ne touchez pas aux enfants. Malheur à celui par qui le scandale arrive. On ne touche pas aux enfants. Vous savez, c'est la raison qui a déclenché le phénomène des boat people en Asie. Je ne savais au Vietnam. Pas. Je ne savais C'est lorsque le gouvernement vietnamien, dans les années 75, juste après la pseudo-libération de Phnom Penh et de Saigon, dans les années 75-80, a décidé que les enfants des personnes, des familles qui n'adhéraient pas au parti, parce que finalement il y avait assez peu d'adhésion, seraient enlevés aux familles et seraient élevés dans des camps. Et les gens sont partis comme un seul homme. Les gens sont partis à la nage. On ne touche pas aux enfants. Le HCR pense qu'il y a eu 1 200 000 morts avec c'est-à-dire que, alors là c'est un échec cuisant, considérable, énorme, mais tous les réfugiés qui ont réussi à s'en sortir, aujourd'hui sont accueillis à bras ouverts par un régime qui a bien besoin des devises qu'ils rapportent. On les appelle les vietieux. Alors, faudra-t-il en venir à cette fuite massive des familles françaises? On ne le souhaite pas, il faut se battre évidemment ici en ce moment. Je me permets de vous donner, parce que les messages sont... Est-ce que je peux dire quelque chose sur la question de fuir la France? Il faut rester. Il faut rester et se battre, parce que, comme je le dis souvent ces derniers temps à propos de ce mouvement que j'anime là, des journées de retrait de l'école, il faut comprendre que si la France perd, le monde entier perd. Ouais. C'est-à-dire que nous restons quand même dans un pays qui est un modèle. Et si aujourd'hui nous sommes capables de remporter une victoire décisive dans ce domaine, les autres pays suivront, voire même des pays seront épargnés alors qu'ils sont dans le plan. Et vraiment, je rappelle encore une fois que la peur qui peut nous saisir en tant que parents face à l'institution n'est rien à l'aune de ce danger qui est aujourd'hui une menace épouvantable qui pèse sur nos enfants. Mais vous avez parfaitement raison, madame. N'oublions pas que la France, qui est évidemment, comme chacun sait, de culture et de civilisation gréco-judéo-chrétienne, ce que nos gouvernements refusent de reconnaître, y compris dans les textes, est fille aînée de l'Église. Exactement. Et qu'à ce titre, elle a effectivement une mission sacerdotale à tenir. Alors on y croit pas, c'est toute l'histoire qui nous le démontre. Non mais moi j'y crois. Et je pense que la France doit en effet être fidèle à son baptême. La France a été
a péché scandaleusement par la révolution dite française, c'est la France qui doit remettre en ordre la civilisation mondiale contre les grandes les grands trucs, l'ONU et tous ces machins qui sont en train de tenter de détruire ce qu'est la réalité humaine. Ils sont en train d'installer le chaos pour pouvoir gouverner par le chaos. Et ce qui est très intéressant lorsqu'on va sur la ligne Azur, c'est que le logo de la ligne Azur, quand on a enquêté, mon équipe et moi, sur ce logo de la ligne Azur, on s'est rendu compte qu'il était totalement inspiré de l'étoile du chaos qu'on peut trouver sur Wikipédia. Donc là, on est en plein dedans. Voilà. C'est-à-dire que, en effet, l'objectif, c'est de créer le chaos et grâce à ce chaos, de pouvoir, croit-il, un pouvoir définitivement installé. Tout à fait. C'est déboussoler ontologiquement l'être humain sur sa propre terre. Alors, nous sommes à l'écoute, vous êtes, chers auditeurs, à l'écoute du livre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je reçois dans cette émission Madame Farida Belgoul, Madame Marion Sigaud et Claire Sévrac. Et un auditeur nous dit très gentiment d'ailleurs, l'émission de ce soir fera date à Radio Courtoisie. Les vérités que l'on entend est un honneur pour ces trois femmes à l'antenne. Merci mesdames. Merci. Évidemment. On nous dit... au nom de l'égalité homme-femme, que Monsieur Payon donne l'exemple, qu'il se fasse mettre enceinte, qu'il allaite l'enfant. Enfin, de toute façon, tout ça. D'ailleurs, c'est les caches qu'ils mettent en place. Pendant qu'ils retirent aux parents leur rôle de parents, ils font passer des lois pour que les pères aient des congés de maternité, pour des trucs dont. Oui, mais vous avez vu la perversité de cette loi, qui consiste à diminuer le congé à partir du moment où la parité n'est pas assurée dans le congé. Je suis désolé. Ma femme a eu la joie d'enfanter et elle était un tout petit peu plus fatiguée que moi après son enfantement. Elle avait donc besoin, et mes enfants avaient besoin d'une maman plus que du papa qui, lui, s'occupait des décisions, des choses administratives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas l'affection du père, naturellement. Ne faites pas de concession, monsieur Rochard. Bon, allons-y droit. Voilà. Droit. En attendant, un enfant, il a besoin de sa mère. Point barre. Oui, on me demande si j'ai en mémoire le sketch de Maurice Sorg. Maurice Sorg que je connaissais. Oh là là, c'était un grand ami de mon beau-père. Bref, de Maurice Sorg sur l'éducation sexuelle et qui traitait de tous ces problèmes. Les parents... Ah oui, alors ça, nous allons en évoquer tout à l'heure. Je continue. L'égalité est devenue l'égalité dans le pourrissement généralisé et organisé à partir de l'enfance. Je pense qu'on l'a suffisamment mis en lumière. Il faudrait remettre... je lis mal la chanson de Guy Béard, on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Ah oui, elle est belle cette chanson. Marion, tu vas nous la chanter. À l'intention de Madame Belgoul, je vous rappelle la formule des frères Goncourt: l'égalité est la pire des injustices. C'est évident. Un monde d'égalité, d'abord ça n'existe pas, il suffit d'avoir un peu le sens de l'observation, puis ensuite, qu'est-ce qu'on s'embêterait si nous étions tous égaux? Enfin, je veux dire, voilà. Non, mais je pense pas que Madame Belkacem y croit non plus. Non, je ne suis pas l'égale de Madame Payon. Des choses. C'est comme ça écoutez, moi, je leur propose, pour être égaux, j'échange mon livret de caisse d'épargne contre le leur. Soyons égaux. Enfin, c'est une plaisanterie, bien sûr. Une théorie a comme boussole la recherche de la vérité. Une idéologie est une construction conceptuelle et collective de lutte nihiliste de l'ego contre ce qui est. Celui qui est, c'est Dieu. Voilà. Oui, je préfère effectivement qu'on utilise bien le terme d'idéologie du genre plutôt que de théorie du genre, car cette idéologie n'a aucun fondement scientifique et que une théorie, par définition, c'est effectivement quelque chose qui est théorisable. Or, en fait, cette idéologie ne l'est pas. Mais pour beaucoup de gens dans le peuple, le mot de théorie est plus accessible que celui d'idéologie. Donc c'est la raison pour laquelle nous, par commodité, pour les besoins de la mobilisation, on l'a pris. Mais c'est évident qu'il s'agit d'une idéologie. Sauf que... Ceci étant, les théories se succèdent les unes aux autres, s'infirment les unes aux autres. Ça peut être une théorie un jour et le lendemain, un Kleenex à jeter à la poubelle. On en a vu d'autres des théories partir dans les oubliettes de l'histoire intellectuelle. Donc mais soyons très vigilants sur le vocabulaire que nous employons.
employons, car n'oublions pas, Claire Séverac nous le rappelait tout à l'heure, n'oublions pas que tous les textes de l'ONU, de l'OMS, enfin etc., utilisent un vocabulaire châtié, un vocabulaire riche, un vocabulaire pour nous présenter des choses éminemment positives, alors qu'on sait que l'intention qui est derrière est profondément malsaine et profondément perverse. Un auditeur. Merci aux combattantes pour leur travail et pour leur ton. Enfin, au niveau de ce qui se passe, faire interdire la théorie du genre, introduite sans réaction sous Sarkozy déjà, ce qui est tout à fait exact, ce serait très bien. Mais combien d'autres aberrations ne sont-elles pas véhiculées depuis des décennies, et pas seulement en histoire? La dernière proposition UMP, interdiction et grave réduction de l'école à la maison, indique la tendance. L'interdiction des écoles hors contrat est à l'horizon, et on ne peut guère compter sur quiconque dans la caste politique pour s'en inquiéter. Dans ces conditions, les gens du retrait ne pensent-ils pas qu'il serait urgent de commencer à mettre en relation de proximité sur le terrain les familles désireuses de conserver leur droit à l'éducation de leurs enfants pour un réseau réel et pas seulement sur le net avec quelques centaines d'écoles? Réseau d'individus et de familles. On est déjà en contact. Moi, je suis moi-même une mère scolarisant les enfants à la maison. Mes enfants ne vont pas à l'école. Donc, évidemment, j'ai le réseau qui est, entre guillemets, à ma disposition. Ce réseau, il est aussi complexe. Hein. Vous avez dans le réseau de l'instruction en famille des gens qui sont favorables à l'enseignement de l'idéologie du genre chez eux et sous leur propre houlette. Donc, il faut en effet trouver les réseaux de l'instruction en famille qui, sur cette base de vouloir interdire la théorie du genre, soit elle-même cohérente avec cela. Parce que bien évidemment, je ne vais pas commencer à faire des convergences avec des réseaux d'instruction en famille qui, comme Payon, préconisent la même chose à leurs enfants librement chez eux. Alors je suis complètement débordé, comme vous le voyez, de messages. Je ne sais plus ceux qui ont été lus et pas lus, car j'en ai des dizaines et des dizaines sur la table. À l'intention Madame Farida Belgoul, il me semble qu'il est juste de rappeler cette maxime: la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Oui, c'est vrai. Ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs en début d'émission. C'est ceux qui font rien qui font faire. Voilà, c'est tout à fait vrai. J'entends la en ce moment force des de nos choses adversaires, c'est notre propre faiblesse. C'est notre propre faiblesse. Et j'entends en ce moment des choses qui sont absolument choquantes pour moi, qui proviennent notamment de musulmans, mais pas seulement. Mais disons que c'est 2-3 musulmans hier qui me le disaient, et qui me disaient, bon, c'est la fin des temps, c'est fini, Sodome et Gomorrhe, terminé, de toute façon, on n'y peut plus rien. Et alors là, je me dis que quand même, et c'était des gens sincères, c'est-à-dire qui baissaient les bras devant le poids de l'univers qui leur tombait sur les épaules. Je dis que quoi qu'il en soit, fin des temps ou pas, Sodome ou Gomorrhe ou pas, nous restons père et mère devant notre enfant, et allons-nous comme ça, sans réagir, laisser emporter nos enfants dans des réseaux aujourd'hui qui ont décidé rationnellement de détruire leur identité sur tous les plans et en dernier chef leur identité sexuelle. Et là je dis que de toute façon le cœur parlera lorsque la tête est emportée dans des raisonnements qui finalement n'aboutiront qu'à la passivité. Le cœur de la mère, l'instinct maternel, l'instinct paternel vont effectivement s'exprimer. Et moi, je crois qu'à la fin des temps, oui encore, il est possible qu'un père sauve son fils ou sa fille et qu'une mère se sacrifie pour sauver ses petits. Ça me paraît pas du tout incompatible avec la descente de l'humanité vers une dégénérescence, en effet, dont on peut prendre en compte l'existence, mais jusqu'à notre dernier souffle de vie. Nous défendrons nos petits, parce que quoi qu'il en soit, nous sommes en tant que parents animés dans notre âme de cette nécessité qui est plus forte que nous et qui, à mon avis, vient du ciel. Donc, fin des temps ou pas, l'ordre nous est donné d'en haut, défendons les enfants. Alors, et on peut défendre les enfants sans en avoir soi-même, si je peux me permettre. Je suis absolument suffoqué, indigné de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, et je n'ai pas moi-même le bonheur d'avoir enfanté. Mais il y a des enfantements spirituels. C'est ce que je dis toujours à Marion. Absolument. Mais j'approuve. Qui sont certainement tout aussi puissants que des enfants. Ça fait partie du rôle de l'homme et de la femme, de la femme et de l'homme. En tant que femme, je dis ça en tant que femme. Mais bien sûr. Alors, un auditeur nous dit qu'il vous transmet
transmettra une lettre. Il a trouvé une lettre au recteur à propos du genre de Payon. Oui, bien sûr, cher auditeur, mais rassurez-vous, Madame Farida Belgoul l'a certainement, et si elle par hasard elle ne l'a pas, j'en ai le facsimilé ici même. Par conséquent, merci, je lui communiquerai cette lettre, mais enfin tous ceux qui s'intéressent un peu à cette question ont lu cette lettre effectivement de Monsieur Payon, et il la signe bien cordialement en fin de missive. Celle qui s'adresse au recteur, voilà. Où il recommande notamment la ligne Azur, et là où il dit qu'il va s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. C'est signé, c'est signé. Tout à fait. Je voudrais rajouter quelque chose qu'on entend régulièrement et que Madame Belkacem nous ressort à chaque fois. Il lui semble important de lutter contre l'homophobie qui déclenche le suicide chez les jeunes homosexuels. Savez-vous de quoi il s'agit ici? Nous allons, grâce à toutes ces horreurs que nous allons inculquer aux enfants dès l'âge de 5 ans, éviter aux homosexuels de se suicider. Mais c'est pas merveilleux. Vous vous rendez compte? Non, mais comment on nous prend pour des imbéciles? Mais alors ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, mais je veux dire, je suis consterné d'apprendre que les homosexuels se suicident plus que les autres, mais absolument suffoqué d'apprendre que c'est de la faute des faut quand même vérifier, parce qu'il faut se méfier de tous leurs chiffres, et de toutes les informations de la propagande qui nous sont c'est comme les pratiques homosexuelles de 10 hommes sur 100. Voilà. Alors, cette émission est fantastique. Radio Courtoisie devrait la rediffuser sans arrêt en boucle. C'est puissant. Il faut réinviter ces femmes, mais rassurez-vous, chers auditeurs, je compte bien. Nous suivrons évidemment les développements de JRE, nous suivrons tous ces développements, et ça n'est pas la dernière fois que vous en entendez parler. Je continue les messages, j'essaye d'en lire le maximum, je ne pourrais pas tous les lire. Rappelons-nous la sagesse de nos rois qui faisaient sortir de Paris et des grandes villes tous les cochons, entre guillemets, afin qu'ils ne pervertissent pas la jeunesse, et ils les faisaient sortir tous les soirs. Je ne sais pas s'il y a des textes sur les argousins du pouvoir qui sortaient les cochons. Bon, écoutez, voilà. Est-ce que la mode inélégante de mettre toutes les petites filles en pantalon n'est pas voulue d'en haut pour plus de confusion entre hommes et femmes? Exactement. Alors, il y a quand même une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le cadre des JRE, j'ai lancé l'année de la robe. Pour moi, 2014 doit être l'année de la robe. On l'a parfois mal interprété, mais c'est parce qu'on nous tanne aujourd'hui dans le gouvernement en voulant nous faire lutter contre les pseudo-stéréotypes de genre. Eh bien, moi, j'ai envie de restaurer une féminité fière d'elle, et je pense que le vêtement féminin doit être ressorti des placards de nos grands-mères, et la femme en pantalon, pourquoi pas, mais la femme en robe, quel délice. Donc 2014 avec les JRE, année de la robe. Nous sommes bien d'accord. Et dans quelques très bonnes écoles en France, la jupe est recommandée. C'est pas une obligation, il n'y a pas de punition si les jeunes filles viennent en pantalon. Mais le pantalon était j'allais dire une tenue de travail à une certaine époque. Et par conséquent, il y a des tâches que l'on fait plus facilement en pantalon. Et puis pour nos compagnes, pour les femmes, il y a effectivement une féminisation qui est très importante. Quant à savoir si le pantalon, et on sait très bien que l'uniformisation des tenues est une décision, c'est parfaitement voulu. Absolument. Le jean, le blue jean, c'est quelque chose qui a été voulu par des organismes financiers plus que des organismes. Il faudrait regarder, il doit y avoir Rockefeller derrière. Mais je pense que le financement doit être assez intéressant. D'autre part, rappelons-nous, et je viens de manger ce que je voulais dire, par conséquent je ne le dirai pas à l'instant, mais non, ça ne me revient pas à l'instant. Alors je poursuis parce que alors deux choses. Jean-Pierre Mocky a fait un film sur les réseaux pédosexuels. Ce film a été interdit par Madame Chirac et par Ségolène Royal. Êtes-vous au courant? Alors, je ne sais pas. Ce film-là, je ne le connais pas. Enfin, peut-être pas. Je me suis permis, pour préparer cette émission et pour bien d'autres précédemment, il y a à l'heure actuelle sur YouTube, il y a 3 films qui circulent sur effectivement les réseaux criminels de pédophiles qui font jusqu'à des sacrifices d'enfants. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités. Il y a des témoignages d'enfants qui décrivent très bien des témoignages de psychiatres, de psychologues qui ont eu à interroger ces enfants. On sait, je le disais tout à l'heure, qu'un certain nombre d'enlèvements d'enfants aujourd'hui, qui ne paraissent que des faits divers, sont en fait très liés à des réseaux de pédophilie. Et le problème, c'est que ces réseaux sont généralement tenus par des personnalités
on ne donnera pas de nom aujourd'hui, évidemment, la justice les connaît pour certains, et que il est toujours très difficile de mettre en cause des personnalités de haut rang. Je poursuis, si vous le voulez bien. Quels sont ces films qui circulent sur Alors, Internet? je n'ai pas les références. Les réseaux de l'horreur. C'est peut-être ça. C'est les réseaux de l'horreur de Stan Mayo, c'est ça? Peut-être, oui, voilà, c'est ça. En tout cas, on peut les voir. Ce sont des films qu'on ne peut que déconseiller aux jeunes enfants, naturellement. Ce sont des films d'adultes. Il faut faire sortir les enfants. Mais je pense qu'il faut que les familles soient au courant de ce danger énorme que ces réseaux font. Alors évidemment, ça concerne heureusement quelques enfants et pas une masse d'enfants. Et dans une société qui ne vit que par la masse. Je voudrais dire que dans l'affaire des enlèvements d'enfants à laquelle je me suis intéressée sur le milieu du XVIIIe siècle, en retrouvant les enfants qui avaient été enlevés à cette époque très précise, j'ai mis à jour que l'institution qui était censée les protéger en faisait un gigantesque trafic. C'est-à-dire que les enfants qui étaient entrés dans l'institution au titre de la pauvreté qui justifiait qu'ils y soient disparaissaient par dizaines, par centaines et par milliers au fil des années. C'est-à-dire que l'institution censée protéger les enfants couvrait de toute évidence des réseaux pédocriminels en 1750, sous Louis XV. Alors, chers auditeurs, allez voir sur les sites qui parlent des Illuminati et vous en saurez certainement davantage sur cette question. Importante question. Les parents, d'abord on nous demande de redonner les références exactes du rapport de l'ONU. Claire Sévrac. C'est l'OMS, c'est pas le rapport de l'OMS. On le trouve... alors c'est compliqué hein, l'adresse pour le trouver. Sinon vous tapez l'OMS promeut la corruption des mineurs. Et sinon l'adresse en dessous, alors je veux bien la donner mais elle est très longue. Non alors dans ce cas-là, l'OMS, si vous pouvez me laisser ce papier, oui, voilà, on le donnera aux auditeurs qui sont très intéressés parce que le temps passe très vite et il y a effectivement une question. Donc l'OMS promeut la corruption des mineurs. La corruption des mineurs. Et c'est un site qui s'appelle, enfin le dernier que j'ai trouvé, je l'ai imprimé juste avant de venir, c'est un site qui s'appelle Citizen Go. Citizen Go, c'est un site qui pratique qui organise des pétitions. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs il y a une pétition à l'endroit d'une personne au Parlement européen. Voilà. Alors, je poursuis encore quelques messages et une question importante. Les parents ont-ils porter plainte contre ces incitations à la débauche? Alors, dans les quartiers populaires, l'habitude n'est pas de porter plainte. Hein. On connaît ce problème des victimes qui ne portent pas plainte. Parce que dans les quartiers populaires, mais aussi j'imagine dans les classes moyennes, lorsqu'on est en conflit, par exemple avec la directrice de l'école, on veut plutôt que les vagues cessent. On n'a pas envie, en portant plainte par-dessus les remous actuels, en rajouter. Mais je crois en effet qu'il est important maintenant, et le mouvement des JRE va s'y atteler, de mobiliser des avocats. J'ai fait un appel sur Facebook aux avocats, j'ai eu des retours d'avocats, et nous allons mettre en place des collectifs d'avocats qui vont en effet défendre les parents au cas par cas ou même collectivement en direction de l'institution pour expliquer que à partir de maintenant des prochaines JRE, une est prévue en mars dont je ne donne pas la date maintenant parce que justement je veux éviter que l'administration ait le plus de temps possible pour exercer cette pression sur les familles. On en est là. Mais on bien en sûr, est là. Nous sommes en France. Donc, nous sommes en France, pays démocratique et éminemment nous faisons en sorte maintenant, avec des avocats, de mettre en place des comités d'avocats qui vont défendre les familles et porter plainte. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait quand même que je vous donne notre contact, jre2014.fr, en ce qui concerne le site. Mais si on veut nous écrire pour nous apporter de l'aide, justement, dans le domaine juridique, parce que je souhaiterais aussi faire travailler des avocats sur la question juridique de mettre en place des textes de substitution à ceux de Payon. C'est-à-dire que aux ABCD de l'égalité se substituent des textes juridiques qui viendraient assurer une victoire définitive sur la question, puisque nous pouvons gagner un rapport de force entre guillemets social et politique, mais revoir revenir ces projets funestes plus tard par la fenêtre, alors que nous les avons sortis par la porte. Donc j'ai besoin d'avocats pour travailler sur des textes, de produire des textes juridiques qui viendraient s'instituer dans
l'institution pour protéger sur le long terme les familles. Et puisqu'il est question de l'institution éducation nationale, moi je crois qu'il est temps, avec cette histoire de la théorie du genre, de travailler et de construire aussi un mouvement très fort pour qu'on revienne, comme je l'ai dit au début de l'émission, au ministère de l'instruction publique. Nous devons impérativement mettre à bas le ministère de l'éducation nationale qui fait même maintenant de la rééducation. Donc retournons au ministère de l'instruction publique, redonnons aux parents leur mission éternelle, celle d'élever leurs enfants. L'État se mêle de ce qu'il regarde et nous de même. Bravo. Tout à fait. Il nous reste 3 minutes. On nous recommande de regarder la rencontre de 2 jeunes hommes et femmes, les enfants du magistrat Pierre Roche. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'est une. Alors moi, je voudrais dire que vous rendez-vous compte de la provocation actuelle à Arte, je crois. Regardez les programmes là télévisés, ils vont nous diffuser l'horrible tomboy dont nous avons parlé, pour pouvoir effectivement nous provoquer et nous tester. Et des tests ont lieu actuellement de la part du pouvoir après la JRE. Est-ce que le peuple de France va laisser passer? Est-ce qu'il a le ventre mou? Est-ce que c'était que émotif? Peuple de France en avant, cœur vaillant, en guerre et en paix. Boycotter les films qui racontent ces horreurs. Une conférence, Claire. Oui, je voulais annoncer une conférence qu'on fait avec Gilles Lartigot, Corinne Gouget et Thierry Casasnovas le 28 février au Palais des Congrès de Montreuil. Et je l'annonce parce qu'en fait, la dernière fois, il y a beaucoup de gens qui sont restés dehors. Donc cette fois, on a pris une grande salle. Et voilà, on vous attend tous. Tout le monde pourra rentrer. Très bien. Moi, je redonne encore le Facebook des JRE. Absolument. Vous avez l'actualité quotidienne des JRE. Facebook JRE 2014. Quotidiennement, nous mettons nos actualités, celles du mouvement et de la mobilisation. Sur le site internet jre2014.fr, vous allez avoir aussi toutes les preuves et tous les documents qui vous permettront de vous engager dans le combat là où vous vous trouvez pour sauver les enfants. Madame Farida Belgoul, Marion Sigaud et Claire Sévrac, je vous remercie pour cette émission. Vous avez vu avec quel dynamisme les auditeurs ont répondu. Je n'ai pas pu lire, je m'en excuse auprès d'eux, tous les messages. J'en ai encore une dizaine au moins sous le bras que nous n'avons pas eu le temps de traiter. Je pense avoir été suffisamment synthétique sur les questions qui ont été posées. Nous suivrons bien sûr dans cette émission tous les développements que vous avez lancés au cours de cette émission. Et Famille de France, réveillez-vous, pères et mères de famille, il faut reprendre le pouvoir que nous avons constitutionnellement d'élever nos enfants. Ne nous laissons pas faire par ces gouvernements de rencontre qui se permettent de vouloir polluer totalement nos familles et nos enfants. Au travail. Vaincre ou mourir. Sursum corda, au cœur.